Avant de démarrer, je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise littéralement tous les jours, c'est Canva, et je suis pas peu fière qu'il soit le partenaire du podcast du marketing. Bon, je doute pas que vous connaissez déjà Canva, mais est-ce que vous utilisez vraiment tout son potentiel ? Moi, il fait partie de mes onglets toujours ouverts sur mon ordi, au même titre que mes mails, mon calendrier ou ChatGPT. Je l'utilise pour tout, pour créer des visuels, recadrer des images, monter des vidéos, préparer des présentations. Leur banque d'images est dingue, et puis depuis quelques temps, Canva est boosté à l'IA, alors tout va encore plus vite. Par exemple, si j'ai une idée de pub pour Insta, je la décris et j'ai un premier jet en quelques secondes, c'est magique. Franchement, si vous êtes dans le marketing ou pas et que vous n'utilisez pas Canva, je ne sais pas comment vous faites. Ce qui est sûr, c'est que Canva me fait gagner en temps, en créativité et en professionnalisme. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez tester tout ça gratuitement sur canva.com. Je dis ça, je dis rien. Allez, on retourne à l'épisode. Tiens d'ailleurs, la vignette du podcast, je l'ai faite avec Canva. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 211. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Dans l'entrepreneuriat, vous direz ce que vous voulez, mais il y a deux camps. Il y a ceux qui bossent en équipe et il y a ceux qui se la jouent solo. Quand on pense entreprise, en général, on pense équipe. On pense salarié, hiérarchie, mission définie, métier différent, chacun sa spécialité et chacun ses responsabilités. Et tout ce petit monde travaille ensemble. C'est ça une entreprise. Enfin, dans l'imaginaire collectif. Oui, parce qu'il y a les solos qui travaillent dans leur coin, seuls. Et pourtant, ce sont bien des entreprises aussi. Ce sont les indépendants. Ils sont quand même 4 millions en France, c'est pas rien. C'est pas rien surtout quand on sait que il y a 30 millions d'actifs, faites le compte. Ça vous fait plus de 10% des actifs. Donc effectivement, c'est pas rien. Les indépendants, c'est comme les brunes, ça compte pas pour des prunes. Et pourtant, j'entends encore plein de gens dire « Oui, mais bon, tu vois, j'ai créé une société parce que ça fait plus sérieux. Si t'as pas d'équipe, c'est que tu ne vois pas les choses en grand. Et puis au fond, c'est que ton business, il tourne pas. Bref, c'est un peu la loose. » Et là, je suis pas d'accord. Alors c'est la fin de l'année, une fois n'est pas coutume, je vous propose pas une stratégie à mettre en place dans votre business. Non, aujourd'hui, je vous parle de moi, de pourquoi j'ai choisi de rester solo, indépendante, me, myself and I. Bon alors d'abord, solo, qu'est-ce que c'est ? Être solopreneur, être solopreneur, c'est travailler seul. C'est travailler d'où on veut, de chez soi, mais c'est travailler seul, c'est-à-dire ne pas avoir d'équipe, ne pas avoir de structure de son entreprise, ne pas avoir alors des partenaires, si on peut en avoir, mais de personnes avec qui on travaille de façon ultra régulière. C'est ça la véritable définition du solo, c'est quelqu'un qui travaille seul. Ça veut pas dire qu'on travaille seul tout le temps. On peut bien sûr faire appel ponctuellement à des personnes qui vont venir nous aider, par exemple dans leur spécialité. Mais le principe d'être solo, c'est de ne pas travailler en permanence avec des gens, notamment avec des freelances ou avec des entreprises ou avec des personnes qui viennent nous appuyer sur notre travail quotidien, parce que sinon c'est pas vraiment solo en fait, c'est juste qu'on a une équipe mais qu'on les a pas intégrés. Donc là non, moi quand je parle de travailler solo, c'est quelqu'un qui travaille généralement absolument seul. Alors évidemment ça a des désavantages. Évidemment, le premier désavantage auquel on peut penser, c'est la motivation. Clairement, c'est pas fait pour tout le monde. Travailler seul, ça veut dire ne pas avoir de personnes autour de nous qui, mine de rien, nous donnent des horaires. Donc, quand vous arrivez à votre bureau ou chez vous, si votre bureau c'est chez vous, si vous avez envie de passer une heure sur LinkedIn, sur Insta ou je ne sais où, personne vous regardera de travers. Personne ne vous dira tiens, on a une réunion donc il faut qu'on démarre à 9h pile. Personne ne vous donnera en fait cette impulsion de travail juste parce que eux sont en train de travailler à côté de vous. Donc ça, la motivation, le fait de se mettre au travail, c'est quelque chose qui est plus difficile probablement quand on est solo, et c'est probablement pas fait pour tout le monde. Effectivement, faut avoir cette capacité, cette rigueur à se définir des plages horaires de travail et s'y tenir.
Un autre désavantage, et pas des moindres, c'est qu'on n'a pas ce fameux gain d'échange, cette fameuse co-création qu'on va pouvoir trouver en équipe. Moi, j'ai le souvenir, quand je travaillais en agence de pub, de travailler beaucoup comme ça, notamment avec une de mes collègues, Delphine. On itérait l'une l'autre, on faisait une espèce de ping-pong d'idées en permanence pour pouvoir venir construire les stratégies sur lesquelles on travaillait, et c'est ultra efficace. C'est-à-dire que sur un temps donné relativement court, on se donnait peut-être 1 heure, où on se mettait toutes les deux à l'écart dans une pièce, ou en tout cas dans un endroit où on allait gêner personne, et on se balançait des idées, et puis on rebondissait sur l'idée de l'autre. Finalement, en 1 heure de temps, on abattait un travail qu'on aurait fait en facilement une demi-journée, voire une journée, si on avait été seul, et ça sans parler de la procrastination possible. Donc vraiment, cette co-création, c'est quelque chose qu'on n'a pas, ou en tout cas plus rarement, quand on travaille solo. Troisième gros désavantage, alors ça c'est évidemment un sujet sans fin, c'est qu'il y a 24 heures seulement dans une journée. Bah oui, être solopreneur, ça veut dire être spécialiste, ça veut dire tout gérer dans son entreprise, donc gérer son activité, l'activité propre de son entreprise, mais gérer toutes les fonctions support. Donc ce qu'on appelle les fonctions support, c'est quoi? Ça va être la compta, ça va être la communication, ça va être le marketing, ça va être les achats pubs, ça va être les médias, ça va être, alors pas les RH du coup, parce qu'a priori il y en a pas, mais ça va être, voilà, toutes ces fonctions support qui vont être autour et dont on va avoir, qu'on va avoir besoin de mettre en place nécessairement pour que l'entreprise tourne. Si vous avez un super produit mais que vous ne communiquez absolument pas dessus, personne ne saura que vous avez un super produit. Donc vous avez besoin de travailler votre communication, quand bien même votre métier n'est pas la communication. Et le problème, effectivement, c'est que 1, il faut savoir un peu tout faire, 2, il y a que 24 heures dans une journée. Donc, on va pas pouvoir tout faire, on va pas pouvoir aller aussi loin probablement qu'on le souhaiterait peut-être dans chaque activité. C'est l'un des gros désavantages du fait d'être solopreneur. Bon. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de rester solopreneur? Parce que très clairement, je suis à un niveau d'expertise, d'expérience, de maturité. C'est le mot maturité dans mon entreprise, où je pourrais complètement passer sur une entreprise structurée avec des gens qui travaillent avec moi pour pouvoir développer le business. Pourquoi est-ce que je trouve ça, en tout cas pour moi, je vous donne vraiment mon avis absolument personnel et pour mon cas personnel, hein, vous en faites ce que vous voulez, pourquoi rester sur ce statut solo, voire même en l'occurrence, hein, pour moi, le statut auto-entrepreneur. Parce que dans mon cas, je suis encore sur ce statut auto-entrepreneur. Alors d'abord, ce statut auto-entrepreneur, il a un énorme avantage, c'est qu'il est extrêmement simple de prendre ce statut et donc de se lancer. C'est un petit peu la raison d'être en fait du statut auto-entrepreneur. On le sait, en France, l'administratif peut être complexe, lourde, enfin voilà, c'est un peu une nébuleuse. Même les gens qui sont dedans comprennent pas toujours tous les tenants et aboutissants, c'est dire que nous qui ne sommes pas dedans et dont c'est pas le métier, c'est compliqué. L'avantage du statut auto-entrepreneur, c'est que littéralement vous allez sur internet, en 3 clics, vous avez créé votre statut. Je crois qu'il y a des frais d'inscription qui sont extrêmement, au cabis ou je sais plus quoi, enfin qui sont extrêmement faibles, on parle d'une centaine d'euros, point. C'est tout. Extrêmement simple, avec absolument tout qui est simplifié aussi dans l'utilisation. Donc vous vous lancez extrêmement facilement. Personnellement, je pense que je me serais jamais lancée, ou en tout cas beaucoup plus tard dans l'entrepreneuriat, s'il n'y avait pas eu le statut auto-entrepreneur. Je l'ai fait parce que je me suis dit que c'était simple, j'allais perdre 1 heure de mon temps au pire, et voilà. Et ça ne m'engageait finalement pas à grand chose, ce qui n'est pas le cas quand on veut créer une entreprise structurée. Il va falloir aller voir un expert comptable, il va falloir déposer des statuts, il va falloir rédiger ces statuts, probablement aller voir un avocat, payer des frais de publication. Enfin, c'est quand même tout un univers, quand on ne le connaît pas, qui peut faire peur. Donc, ce premier avantage du statut auto-entrepreneur, c'est la simplicité d'accès. Et ça, véritablement, je pense que ça permet de mettre le pied à l'étrier à plein de gens. Des personnes qui veulent ou non par la suite rester solopreneurs. Il y a énormément de gens qui commencent par le statut de micro-entrepreneur et puis qui ensuite font évoluer leur statut. C'est pas la question. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est facile de rentrer dans l'entrepreneuriat grâce à ce statut. Deuxième avantage de ce statut pour moi, qui est quand même un très gros avantage, on va pas se le cacher, c'est qu'il y a très peu d'imposition.
Alors, très peu d'imposition, tout dépend comment on regarde les choses, hein. C'est toujours un peu pareil avec les impôts. Ça dépend toujours, bien sûr, de l'angle et puis des spécificités de notre activité. Mais globalement, il y a quand même très peu d'imposition. Alors, je suis pas expert comptable et je suis pas fiscaliste. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais vous donner des grosses masses, hein. Mais le statut micro-entrepreneur, d'un point de vue imposition, il a une spécificité qui est différente de ce qu'on va pouvoir trouver ailleurs, c'est que on n'est pas imposé sur ses bénéfices, on est imposé sur son chiffre d'affaires. C'est une grosse différence. C'est une très grosse différence. En revanche, on est peu imposé. On est imposé à hauteur de 20-25%, après selon les différentes spécificités du statut. Donc 20-25% sur son chiffre d'affaires. Alors évidemment, lorsque l'on a un chiffre d'affaires avec beaucoup de charges, ça peut être compliqué. En revanche, lorsque l'on a un chiffre d'affaires et que notre chiffre d'affaires égale peu ou prou notre marge, ce qui est le cas souvent quand on est dans le conseil, dans la formation, dans le service en général, ou en tout cas dans le service qui n'utilise que notre cerveau en fait, hein, notre matière grise, il y a relativement peu d'investissement. Moi personnellement, j'ai même pas fait le compte pour tout vous dire, mais je pense que mon investissement par mois, il est inférieur à 1 000 €. C'est quelques logiciels, c'est des logiciels de fonctionnement, des SaaS, des choses comme ça, mais véritablement, il n'y a pas grand-chose. Et quand je vous dis inférieur à 1 000 €, c'est probablement même inférieur à 500 €. Donc, on est vraiment sur un petit investissement. Donc, l'impact sur mon chiffre d'affaires, sur ma marge, surtout sur mes bénéfices, est quand même très, très limité. Donc, que je sois imposé sur les bénéfices ou sur le chiffre d'affaires, finalement, dans mon cas, ça fait vraiment peu de différence. Quand on est commerçant, évidemment c'est différent, mais là il y a un abattement quand même qui est appliqué, donc on n'est pas imposé sur 100% de son chiffre d'affaires. Je crois d'ailleurs qu'il y a un abattement également quand on vend du service. Donc quoi qu'il en soit, c'est un calcul à faire, mais dans mon cas, franchement, c'est plutôt très intéressant d'un point de vue imposition. Là où c'est encore plus intéressant d'un point de vue imposition, c'est qu'il y a une petite case qu'on peut cocher quand on s'inscrit au statut de micro-entreprise, qui est la libération de l'impôt sur le revenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la libération de l'impôt sur le revenu? Ça veut dire que vous payez en amont un petit peu plus d'impôts, donc sur votre chiffre d'affaires. Je crois qu'on parle de 1 à 2% en plus, hein, à peu près. En revanche, vous n'avez plus à payer d'impôt sur le revenu, sur les revenus qui ont été générés par votre micro-entreprise. C'est pas tout à fait vrai. Je fais un petit aparté, hein. Quand on arrive à un certain niveau de revenu, on a quand même un petit peu d'impôt sur le revenu, mais ça reste bien moindre comparé à ce qu'on paierait si on déclarait notre chiffre d'affaires avec la micro-entreprise sans cette libération de l'impôt sur le revenu et qu'après on venait payer des impôts. L'impôt sur le revenu, à mon niveau, on est autour d'une vingtaine de pourcents. Là, je paye peut-être 4-5%, enfin j'ai pas fait les calculs, mais c'est extrêmement faible. Donc d'un point de vue imposition, non seulement j'ai une entreprise qui paye peu d'impôts, mais en plus je vais payer très peu d'impôts sur le revenu. Alors je dis pas qu'il faut faire de l'optimisation fiscale, hein. Moi je suis plutôt de celles qui pensent que quand on paye des impôts c'est bien, c'est qu'on gagne bien sa vie, mais il n'empêche que on est tous pareils et c'est bien normal parce que c'est la loi et qu'on nous en donne l'opportunité, hein, on vole personne. Si on peut payer moins d'impôts parce que nos gouvernants ont considéré qu'on était dans une situation où on pouvait payer moins d'impôts, eh bien il faut le prendre. Voilà, ça me semble assez simple. Donc en l'occurrence là, ce statut de micro-entreprise permet d'avoir quand même une fiscalité qui est largement réduite. Outre la fiscalité, il y a très peu, ou en tout cas beaucoup moins d'administratifs que dans une entreprise dite classique. Déjà, une première chose, vous n'avez pas à déposer de bilan. Dans n'importe quelle entreprise, vous avez des bilans à déposer, et pour déposer des bilans, il vous faut un comptable ou un expert comptable, vous pouvez pas le faire tout seul. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je suis bien incapable d'aller regarder ce genre d'informations seul. C'est pas du tout mon domaine, je n'y connais rien, je n'y comprends pas grand-chose, et puis très franchement surtout, ça m'intéresse pas des masses, j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Avec une micro-entreprise, l'administratif est réduit à son minimum. Vous avez des factures à faire, vous devez tenir un tableur Excel, ça peut littéralement être juste ça, moi dans mon cas c'est ça, avec vos dépenses et vos recettes, et encore, très sincèrement, ça fait des années que je suis en micro-entreprise, personne n'est jamais venu me le demander, mais n'empêche que on est censé le tenir, un cahier à jour, mais c'est tout. Donc c'est extrêmement simple. Avantage supplémentaire, jusqu'à un certain seuil, vous n'avez pas à récupérer la TVA. Alors certains me diront, ah ben oui, mais non, mais c'est pas bien parce que tu comprends, t'achètes pas en hors taxe.
Oui, c'est vrai. Encore une fois, si vous avez besoin de faire des achats, ça peut être intéressant de regarder si la micro-entreprise est bien ou pas bien pour vous. Mais encore une fois, dans le cas d'un consultant, d'un formateur, etc., on a très très peu d'achats. Et en plus, moi, les achats que je fais, souvent, ils sont hors Union européenne, donc la TVA, j'en parle même pas. Ce qui fait que récupérer la TVA, c'est bien, mais faut-il encore avoir de la TVA à récupérer ? Moi, ça n'est pas mon cas, je n'ai pas de TVA à récupérer. Donc, voilà, ça me permet de faire autre chose, d'une part, et puis, accessoirement, bien de ne pas avoir à peser ces 20% sur mon prix, sur mon tarif. Je peux laisser ces 20%, après à moi de choisir comment je positionne mon prix, mais en tout cas, ces 20% qui me reviennent, qui ne reviennent pas à l'État. On est d'accord qu'au départ, la TVA, c'est un montant qui s'ajoute. In fine, quand vous travaillez avec le consommateur final, c'est un peu différent en B2B, mais quand vous travaillez avec le consommateur final, c'est lui qui paye la TVA et lui, il s'en fiche de savoir si c'est la TVA ou si ça va dans votre poche. Donc, c'est intéressant de ne pas avoir à rentrer dans ce système de TVA et surtout, d'un point de vue administratif, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. On en arrive à un autre très gros avantage, en tout cas avantage pour moi. Encore une fois, attention, un disclaimer, cet épisode, c'est vraiment un épisode particulier où je vous parle de moi, de ma vision, des choix que j'ai faits pour mon entreprise. Donc, encore une fois, ça s'applique à moi, je vous donne un petit peu les coulisses, mais ça s'applique pas forcément à tout le monde. Mais un gros avantage, moi, que je vois dans le fait de rester solo, c'est de ne pas avoir de responsabilité managériale. Alors, je dis pas évidemment que c'est mal d'avoir des responsabilités managériales. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai été manager pendant plus de 10 ans. Donc, je n'ai rien contre le fait de manager. En revanche, j'ai donné. Autant j'ai beaucoup apprécié manager quand j'étais manager, autant ma façon de manager, parce qu'on est tous des managers différents bien sûr, mais ma façon de manager était assez épuisante parce que je faisais partie de ces managers, comment dit-on, maman louve. En tout cas, c'est comme ça que souvent qu'on m'appelait, c'est-à-dire que j'étais une manager très protectrice avec mes équipes. Il faut savoir que j'avais des équipes qui étaient relativement juniors, mais j'étais très très protectrice avec mes équipes. Et ça a un avantage, c'est qu'effectivement l'équipe normalement se sent protégée, se sent en sécurité, peut dire ce qu'elle a besoin de dire. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde se sente bien dans l'équipe. Ça a un des avantages, c'est que, ça me fait prendre une part empathique très forte auprès des équipes. Et donc ça, moi, ça me bouffe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc c'était assez épuisant pour moi d'être manager. C'est pas d'ailleurs un style managérial qui fonctionne pour tout le monde. Je le dis très clairement, j'étais probablement une bonne manager pour certains et une très mauvaise manager pour d'autres. Donc ça, c'est encore autre chose. D'être manager, c'est complexe parce qu'on n'est jamais un bon manager, rarement un mauvais manager. On peut être un mauvais manager sur toute la ligne, mais bien souvent, on est un bon manager pour certaines personnes et un mauvais manager pour d'autres. Donc il faut toujours un petit peu marcher sur la corde raide, on est un petit peu toujours en balance. C'est pas quelque chose de facile, je le dis parce qu'on est toujours en train de casser du sucre sur le dos des managers. Ça n'est pas facile d'être manager, d'autant qu'on est relativement mal formé, je pense, en France sur ce métier ou cette fonction de manager. Toujours est-il que, dans mon cas, moi j'aimais bien ça. Je crois que mes managers étaient souvent plutôt contents de ma façon de manager. En tout cas, ils n'ont pas été nombreux à me dire que ça leur convenait pas. En revanche, c'était assez épuisant pour moi. Donc je suis ravie d'avoir fait ces 10-15 années de management. Mais c'est bon, j'ai donné, maintenant je passe mon tour et j'aime cette idée de ne plus avoir cette responsabilité. Parce que le management, outre le fait d'avoir des personnes autour de nous, ça veut dire aussi avoir la responsabilité de l'autre. Lorsque on manage au sein d'une entreprise, on a en plus la responsabilité du salaire. Et ça, c'est une vraie responsabilité. C'est-à-dire que dès lors que vous embauchez quelqu'un, ou quand bien même vous n'embauchez pas, mais vous faites travailler quelqu'un, ça revient un petit peu au même. Si votre activité fonctionne, tout va bien. Quand elle fonctionne pas, c'est plus compliqué parce que vous avez le salaire de ces personnes-là entre vos mains. S'ils sont salariés, il va falloir que vous trouviez un moyen de les payer. S'ils sont free, potentiellement, vous allez devoir arrêter de les payer. Mais c'est quand même votre responsabilité. C'est vous qui impulsez cette responsabilité-là. C'est vous qui impulsez le fait que oui ou non, cette personne va toucher un revenu. Donc c'est une responsabilité qui est complexe et qui est assez lourde, on va se le dire clairement.
Bon, mais outre le côté responsabilité du salaire, parce qu'après tout, on peut se dire, non mais attends, ok, s'ils sont free, c'est pas ma responsabilité, après tout, ils ont décidé d'être free, ils sont eux-mêmes chefs d'entreprise, c'est eux qui prennent la responsabilité. Je veux bien. Mais il y a un autre désavantage que je vois, plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, qui est que dès lors que vous travaillez avec des gens, qu'ils soient vos salariés ou qu'ils soient vos partenaires, peu importe, eh bien vous avez une responsabilité de timing. C'est-à-dire que nécessairement dans le process, ou en tout cas dans ma façon de travailler, vous allez être amené à échanger. Et les personnes vont avoir besoin de certains éléments de votre part pour pouvoir travailler. Dans mon cas, si je prends l'exemple du podcast, très souvent on me dit « Ah mais comment ça Estelle, il y a personne qui te fait ton montage ?» Bah non, il y a personne qui fait mon montage et j'ai longuement hésité, j'ai discuté avec des gens très très bien d'ailleurs, qui le faisaient très bien. Mais jusqu'ici, en tout cas, je refuse de le faire parce que ça me mettrait une pression d'un point de vue timing. Pour qu'une personne soit chargée de mon montage, ça veut dire que je dois nécessairement enregistrer mes épisodes à l'avance. Ça m'enlève cette liberté de pouvoir enregistrer au dernier moment parce que j'ai décidé d'enregistrer au dernier moment, ce qui, soit dit en passant, arrive les 3/4 du temps. Donc, ça veut dire que il faut que je donne mon fichier audio à cette personne 2-3 semaines en avance, peut-être un mois avant la publication. Et ça, eh bien, c'est une contrainte non négligeable. Bon, et puis, troisième gros avantage du solopreneuriat, du fait de travailler seul, évidemment, c'est la liberté. Et ça, vraiment, je le mesure tous les jours. Et je comprends que ça ne puisse pas forcément être le cas pour tout le monde, mais dans mon cas, avec mes valeurs, ma personnalité, la liberté est fondamentale, est extrêmement importante pour moi. C'est un élément central de mon style de vie. Et d'avoir cette liberté totale sur mon entreprise, c'est extrêmement important. Et cette liberté, on ne l'a pas quand on a des équipes parce que tout simplement, il faut qu'on échange, il faut qu'on travaille avec ces personnes. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on travaille seul, eh bien, on a la liberté de changer d'avis. Si j'ai envie de faire d'une certaine façon lundi, mais que mardi, je me dis non, finalement, c'est pas ça que je veux faire, j'ai pas besoin de réexpliquer tout ça aux personnes avec qui je travaille. Je change d'avis, point. J'ai la liberté aussi de changer de stratégie. C'est-à-dire que si j'avais décidé d'aller 100% vers le développement du podcast, et puis que finalement je me dis non mais attends, non, ça me convient plus, finalement je voudrais plutôt réorienter ma stratégie autrement et travailler de l'acquisition pour ma formation, bon ben ça ne tient qu'à moi, ça ne va pas changer ni la compréhension d'entreprise des gens avec qui je travaille, ni même le travail de certaines personnes. Si je change de stratégie dans une entreprise, potentiellement je mets à défaut les postes de certaines personnes. Là, je ne prends pas cette responsabilité-là d'une part, et d'autre part, j'ai la liberté de le faire absolument quand je le veux. J'ai bien évidemment aussi la liberté de timing, j'en parlais un petit peu à l'instant quand je disais que, eh bien, je n'ai pas cette contrainte de timing vis-à-vis d'équipe, mais là, ça va encore plus loin que ça. Je peux décider de prévoir mon année avec un lancement, mettons, tous les 3 mois, et puis me dire au milieu de l'année, oh ben non, finalement, ça me convient pas un lancement tous les 3 mois, je veux faire un lancement tous les mois. Ou au contraire, je veux faire plus qu'un seul lancement dans l'année. C'est moi qui décide, je change le rétro-planning absolument quand je veux, ça n'a d'impact sur personne. Je vais même plus loin, je peux changer de modèle. Je peux littéralement changer le modèle de mon entreprise. Ça n'impacte littéralement que moi, je peux faire absolument ce que je veux, avoir un modèle SaaS, c'est-à-dire par abonnement, ou alors littéralement changer et avoir un modèle par lancement, ou faire un hybride entre les deux, je fais ce que je veux. Et puis, le dernier, et c'est peut-être celui qui est le plus important pour moi, en tout cas actuellement, c'est la liberté de changer de rythme. C'est-à-dire que, on le sait bien sûr, il y a la vie professionnelle et puis il y a la vie perso. Et parfois la vie perso prend plus de place parce que il se passe des événements, soit des événements heureux, soit des événements malheureux, mais parfois, voilà, cette vie perso, elle a besoin de prendre plus de place. Quand on est dans une structure avec une entreprise, des employés, des partenaires, etc., on ne peut pas changer de rythme. Ou en tout cas, on ne peut pas changer de rythme facilement, simplement, rapidement. Quand on est solo, si vous arrive une tuile, ou un événement heureux d'ailleurs, peu importe. Mais si vous avez un changement dans votre vie, quelque chose de fort, que vous voulez ralentir ou que vous voulez accélérer, vous changez de braquet du jour au lendemain. Et ça
c'est une vraie liberté d'esprit pour votre propre sérénité. Vous savez que demain les enfants sont malades, ou demain vous avez un problème familial, ou demain vous avez un événement heureux et vous attendez, pourquoi pas un nouvel enfant, eh bien vous changez de rythme comme vous le voulez, immédiatement si vous le voulez. Alors voilà, pour conclure ce statut de solopreneuriat, je sais pas si on appelle ça un statut, mais le fait de travailler seul, mon analyse à moi, c'est que c'est pas du tout fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde, mais je pense franchement que c'est fait pour moi, mais c'est pas fait pour tout le monde, parce que oui, bien sûr, il faut passer sur les désavantages du fait d'être solo, il faut être capable de se motiver, il faut être capable de travailler avec moins d'échanges, de co-création avec d'autres, il faut être capable de s'organiser, il faut avoir une certaine rigueur, ça peut être complexe pour beaucoup de gens et je le comprends parfaitement. En revanche, ça a de gros avantages, le statut auto-entrepreneur qui simplifie plein de choses d'un point de vue fiscal et organisationnel, administratif, le fait de ne pas avoir de responsabilité managériale, et puis cette liberté grandissante qu'on va pouvoir avoir quand on est solopreneur. Après, on va pas se mentir, ça va pas vous permettre d'exploser. Ça a ses limites, le solopreneuriat, sauf exception. Mais de façon générale, ça a ses limites parce que oui, encore une fois, il n'y a qu'une personne et il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc on va pas pouvoir tout faire. On va à un moment donné se retrouver bloqué en termes de compétences, en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus. Mais finalement, c'est pas forcément un objectif absolu pour tout le monde que d'exploser littéralement les plafonds avec son entreprise. En tout cas, moi, c'est pas nécessairement mon objectif premier. Donc, si c'est le cas, être solo, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est plus finalement une question de valeur, de façon d'être, de façon de vivre qui est important, mais je pense qu'il faut savoir se le dire parce que la pression est assez forte. Moi, je vous avoue, je la ressens, même si c'est toujours très gentiment et avec beaucoup de bienveillance, mais je la ressens en ce moment, cette pression de plein de gens autour de moi qui me disent « mais attends, tu devrais passer en entreprise structurée, avoir des employés, etc. Tu peux le faire. » Et en fait, je n'en ai pas du tout envie, ou en tout cas, pas envie pour le moment parce que mon quotidien est plus serein en solo qu'il ne le serait en entreprise formalisée. Voilà, je vous laisse avec ça. Je dis pas que j'ai la solution, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis juste que moi, c'est ma pensée du moment et j'y pense beaucoup en ce moment. Et en discutant autour de moi, je vois qu'il y a plein de gens qui ressentent cette pression de l'entreprise structurée. Donc, je voulais vous donner peut-être une autre vision, un autre angle de vue et vous montrer que d'être solopreneur, voire d'être micro-entrepreneur, ça peut être très bien, qu'il faut pas avoir honte de le dire et qu'on peut tout à fait être super bien épanoui et gagner très bien sa vie tout en étant micro-entrepreneur. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. C'est très simple pour s'inscrire, il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Vous pouvez nous rejoindre, on est presque 10 000 sur la newsletter actuellement. Et puis, je vous parle des épisodes du podcast, bien sûr. Je vous donne tous mes bons plans, tous mes cadeaux bonus. Et puis, je vous parle un petit peu de mon activité d'entrepreneur, des coulisses, de ce que je pense, de mes ressentis. Et ça, je le mets pas sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus perso au sein de ma newsletter. Donc, je vous invite à me rejoindre avec grand plaisir. Je vous dis à très vite.